Donc Luc Abadi est professeur en écologie générale, écologie fonctionnelle à Sorbonne Université. C'est lui qui va un peu ouvrir le bal et qui va présenter dans toute sa globalité l'écologie du sol. Donc Luc, je te donne la parole et je serai intransigeant sur le temps, mais on a commencé un petit peu en avance, donc tu as une petite marge. Bon, Le but, c'est de laisser des questions aussi bien dans la salle et au chat a posteriori. À toi, Luc. très bien, merci. Il faut me surveiller, effectivement. J'ai tendance parfois à être un petit peu bavard. Donc déjà, merci aux organisateurs de m'avoir convié à ce séminaire. Je suis toujours content de parler d'écologie, bien sûr, et du sol en particulier, parce que je pense que enfin, tout le monde doit être plus ou moins convaincu ici que c'est à la croisée de quasiment tous les grands problèmes environnementaux du moment. Et donc, comprendre un petit peu comment fonctionne tout ça me paraît extrêmement crucial pour être capable de monter des politiques de transition écologique. Hein. Je pense qu'on peut se situer d'emblée dans cette perspective, qui tiennent la route dans la durée. Alors, les organisateurs m'ont demandé de parler de l'écologie du sol en 20 minutes, donc c'est quand même un défi. Et puis, on m'a demandé aussi d'essayer de le faire en partant un petit peu de mon vécu, de mon expérience de l'objet sol. Donc c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire je vais essayer de vous présenter quelques interprétations, quelques faits qui me semblent significatifs pour comprendre un petit peu la logique de cet objet qu'on appelle le sol. Et du coup, je vais partir de choses assez simples. Hein. Je vais repartir en fait de l'expression écologie du sol. Donc ça, c'est une image assez classique tirée d'un ouvrage assez ancien d'ailleurs que je trouve assez joli sur le plan esthétique et qui résume bien la situation de ce qu'est un sol. On est sur un objet qu'on peut au minimum qualifier de complexe. Complexe, ça ne veut pas forcément dire compliqué, mais ça veut dire qu'on a beaucoup d'éléments de nature extrêmement différente. Donc des éléments solides, hein, avec des particules, par exemple argileuses ou sableuses. On a tout un tas de solutions, de carbone organique dissous, de nutriments minéraux, d'azote, etc. On a bien entendu des gaz qui circulent là-dedans, des molécules organiques, des molécules minérales, et puis une très, très grande diversité d'organismes vivants, des racines, des champignons, des bactéries, des animaux. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a une très, très grande variété de composants, et qu'on est donc bien déjà sur un objet qu'on peut qualifier de complexe. Le deuxième point, c'est que voilà, tous ces éléments de nature extrêmement variée, hein, encore une fois, il y a du vivant et du non-vivant là-dedans, tous ces éléments sont en interaction. Là aussi, il faut repréciser ce que ça veut dire interaction. Ça veut dire que chacun va influencer plus ou moins fortement l'autre, et qu'on aura donc des influences du vivant sur le vivant. Hein, c'est toutes les interactions qu'on qualifie classiquement de biotiques. J'en montrerai quelques-unes tout à l'heure. Mais on a également des interactions abiotiques. Par exemple, le complexe argilo-humique dans les sols est évidemment quelque chose de basique de ce point de vue-là. Et puis, j'insisterai beaucoup là-dessus aussi, les interactions finalement entre le milieu vivant et le milieu non vivant. L'idée étant tout de suite que finalement, il n'y a pas d'un côté le non-vivant et de l'autre le vivant. En fait, le non-vivant, il est très largement un facteur qui détermine le vivant. Bien entendu, hein, ça passe par le concept d'adaptation, mais une forme d'adaptation aussi, c'est la prise de contrôle, si j'ose dire, sur l'environnement non vivant, qui va permettre au fond aux organismes d'améliorer leur performance et d'améliorer leur côté adaptatif. Donc on est en fait sur un système, c'est-à-dire qu'on est incapable de comprendre ce qui se passe sur un des compartiments si on ne prend pas en compte la totalité, et c'est ça la difficulté et la beauté de l'objet sol. La difficulté particulière d'ailleurs à l'objet sol de ce point de vue-là, c'est que la science, même si elle a cette vision holistique, fonctionne beaucoup par réductionnisme, on isole les composantes et on essaie de reconstituer après la complexité. Ben, dans les sols, on a des gros problèmes méthodologiques pour faire ça. C'est une des grandes difficultés. Donc du coup, il faut faire marcher parfois un petit peu son imagination pour arriver à recoller tous les morceaux. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Point important aussi sur lequel on reviendra de différentes manières, ces environnements sols sont des systèmes hétérogènes. J'ai envie de dire comme tous les systèmes écologiques. Et cette donc structuration de l'espace est un élément déterminant qui va fixer finalement la dynamique des sols et leurs caractéristiques. Là aussi, je montrerai deux, trois exemples.
Alors, on va partir de l'amont, parce que, bien entendu, comme dans tout système, le système complexe, ça ne veut pas dire fouillis, ça ne veut pas dire compliqué, ça veut dire qu'il y a une structuration, il y a une hiérarchie, et je pense qu'on peut partir de l'idée qu'il y a une espèce de cadre amont qui est fixé par des paramètres physico-chimiques qui vont déterminer finalement l'espace de liberté, on peut dire ça comme ça, des organismes vivants. Donc ce cadre, bien sûr, c'est la température, c'est l'humidité, c'est ce genre de choses, mais c'est aussi, et surtout, j'ai envie de dire, je vais partir de là en tout cas, euh, tout ce qui est composantes minérales, et en particulier les argiles, dont vous avez une représentation ici, qui, comme vous le savez, jouent un rôle très important sur la réserve en fait, de nutriments à travers la capacité d'échange cationique, par exemple, mais aussi sur la stabilisation des molécules organiques, hein, c'est ce qui est figuré sur le schéma du centre. Et donc, très très vite, à partir de ces considérations, et je pense que Claire Chenu va sans doute en parler très en détail tout à l'heure, on a des relations qui sont aujourd'hui bien établies. Par exemple, ce qui est figuré à droite ici, la relation quantitative entre le type d'argile, par exemple, et la quantité de matière organique qui est disponible dans le sol. Alors cette quantité de matière organique, elle est extrêmement importante, puisque c'est quoi? C'est la réserve d'énergie, c'est la réserve d'éléments de biosynthèse, à partir duquel va se mettre en place le compartiment vivant. Mais ce compartiment vivant du sol, en fait, il va déterminer tout ce qui est en aval. En fait, la totalité du fonctionnement du sol, des réseaux trophiques, la végétation derrière, sont complètement liés à ce point de départ qui est la quantité d'énergie et d'éléments biogènes, finalement, qui sont disponibles. Donc le lien avec la phase minérale est quand même extrêmement important de ce point de vue-là. Alors bien entendu, il n'y a pas que la quantité qui compte, il y a la qualité, donc la qualité des argiles. Alors, il n'y a pas énormément de travaux d'ailleurs disponibles qui fassent le lien, par exemple, entre qualité des argiles et quantité de matière organique. Donc là, j'en ai cité un. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette qualité des argiles, elle est déterminante sur le temps de résidence du carbone dans les sols. Dans l'étude qui est présentée ici, on a un âge de la matière organique qui a été regardé sur plusieurs types de sols, qui varient, vous voyez, entre 200 et 500 ans, quand on est sur de la kaolinite. Quand on passe sur une argile plus élaborée, avec des propriétés de fixation du carbone plus fortes, on passe sur des âges qui peuvent monter à 2000 ans. Autrement dit, et c'est là qu'on va commencer à essayer de trouver un fil conducteur dans tout ça, cette qualité des argiles, elle varie aussi sur des échelles très locales, mais également sur des échelles, on va dire, de l'ordre planétaire, quoi, en quelque sorte. Par exemple, dans les zones tropicales, c'est quelque chose qui est connu, on peut avoir une dominante de kaolinite, ou voire une exclusivité de kaolinite, qui est une des argiles qui est la plus faible en termes d'accumulation de ressources, et notamment de ressources organiques, de matière organique. Et puis au fur et à mesure qu'on s'éloigne, hein, qu'on va vers des zones plus froides, on a différents types d'argiles qui peuvent apparaître. Par exemple, la smeknite, qui elle a des capacités d'accumulation beaucoup plus fortes, et donc qui permet à cette matière organique de subsister pendant très longtemps. Et donc, à l'échelle planétaire, on a en gros des gradients de matière organique qui vont en gros du faible au fort, au fur et à mesure qu'on monte vers les régions froides, pour des questions de température, mais aussi pour des questions de capacité physique d'accumulation. Donc le message, c'est que ces données physiques du sol vont en fait déterminer un premier niveau pour le monde vivant, c'est-à-dire que ça va permettre ou pas d'accumuler une ressource, de façon plus ou moins importante et de façon plus ou moins forte. Et donc, si on se place du côté de la logique du monde vivant, eh bien, le monde vivant des sols va être confronté à cette question, c'est-à-dire, comment on fait pour avoir accès à la ressource qui est contenue dans cette matière organique, et comment on fait quand il n'y a pas de ressources. Parce qu'il y a un tas de situations, par exemple là, quand on a de la kaolinite dominante, hein, souvent des sols sableux, où on a très peu de ressources accumulées. Donc je vais essayer de prendre ce point de vue de la logique du vivant derrière. Alors, un point au passage qui m'a toujours, moi, interloqué, si j'ose dire, enfin, qui me permet de présenter une caractéristique du sol, c'est que pour moi, le sol, c'est un milieu assez paradoxal, au sens où il est absolument bourré d'êtres vivants. Alors, je ne parle même pas des vers de terre, des acariens et tout le reste, hein, mais si on regarde juste le monde microbien, on a, tout le monde sait ça, des millions ou des dizaines ou des centaines de millions de corps bactériens par gramme de sol, on a des centaines de mètres de mycélium,
Et puis à côté de ça, on a une matière organique qui est abondante, hein, fréquemment dans les sols, c'est entre 1 et 3%, ça peut être beaucoup plus, bien entendu, ou beaucoup moins d'ailleurs. Donc on a des substrats de croissance pour les micro-organismes qui sont abondants. Donc on a une grande abondance de substrats de croissance, on a un grand nombre d'éléments vivants qui normalement vont se développer sur ce substrat de croissance, et pourtant on a une persistance de ces substrats de croissance pendant des centaines d'années. Donc ça veut dire qu'il y a un problème en quelque sorte, quelque part, pour l'accès à ces composés organiques, à cette réserve d'énergie et d'éléments nutritifs. Alors, il y a 36 000 explications. Il y a une explication qu'on a déjà évoquée, hein, c'est les liaisons physiques avec les argiles. Il y a également des explications qui sont liées à la structure moléculaire, tout simplement, de cette matière qui a tendance, hein, en termes de type dominant de molécules, on a dans la matière organique des sols beaucoup de molécules complexes. Complexe, ça veut donc dire qui, en termes de coût d'accès à l'énergie et aux éléments nutritifs, azote, phosphore et autres, qui peuvent être liés à ces composés organiques, on a un coût d'accès qui est extrêmement élevé. Ce coût étant en fait via la synthèse enzymatique qui va permettre de dégrader ces molécules. Et donc à un moment donné, on a, comme tout le temps dans le monde vivant, hein, c'est pareil absolument pour tous les organismes, on a un problème de balance entre le coût énergétique et le rendement énergétique de l'opération de dégradation. Et donc effectivement, la structure moléculaire du sol, la dominante, c'est quand même des composés complexes qui du coup se maintiennent longtemps, parce que le rendement énergétique de leur dégradation n'est pas forcément très élevé. Alors comment on peut débloquer la situation? Et donc là, c'est là qu'on peut, en théorie en tout cas, dire qu'il peut y avoir deux types de stratégies. La première, quand on a des sols qui sont riches en matière organique, parce que la température n'est pas trop forte, parce que l'argile est la bonne, etc., bien on a des réserves qui sont importantes, mais qui sont difficiles d'accès à cause de la structure moléculaire. Et donc là, on peut prédire et on observe ce qu'on pourrait appeler des stratégies minières qui sont mises en place par le monde végétal. Si le problème, c'est un problème de structure moléculaire, hein, donc en fait de problème énergétique, bah évidemment la solution elle est du côté énergétique. Et donc ce qu'on sait et ce qu'on voit de plus en plus, même s'il n'y a pas encore énormément de données sur le sujet, eh bien c'est que les plantes sont capables, au niveau de leurs racines, de produire des molécules, des acides aminés, des molécules carbonées de petits poids moléculaires, des sucres, qui vont en fait permettre la stimulation des micro-organismes. C'est ce qu'on voit sur ce schéma ici. Hein. Vous avez en abscisse l'effort de production de ces composés par les racines, et puis en ordonnée le résultat en termes de dégradation de cette matière. Et si on regarde l'autre schéma, qui est ce que ça donne en termes de production d'éléments nutritifs assimilables par les plantes, par exemple l'azote, et bien évidemment, plus la plante augmente son effort, plus l'azote circule. Alors l'azote circule, il circule dans le sol, il y a deux courbes, il y a deux lignes. Il y a une partie de l'azote qui évidemment est utilisée par les micro-organismes, c'est normal, et puis une partie qui va être larguée dans le milieu, qui va devenir disponible par les plantes, et dans la même étude, on montre effectivement que cet azote passe dans les plantes. Donc ça, c'est un point aussi qu'on a peut-être tendance parfois à oublier, c'est qu'en fait, les plantes investissent, et ça leur coûte très cher, dans une interaction avec les micro-organismes qui va avoir pour effet en général d'améliorer le statut nutritif du sol, le statut minéral. Et donc, dans les grandes lignes, hein, quand on parle de production primaire nette, vous avez en gros un tiers de la production qui va dans les feuilles, les branches, tout ça tout le monde sait ça, un tiers qui va dans les racines, et on oublie souvent que pratiquement un tiers, c'est ce que donnent les revues de la littérature, va dans cette production de carbone qui va alimenter soit les mycorhizes, hein, ces champignons symbiotiques des racines, soit directement le monde bactérien dans le sol général. Donc ça montre bien là qu'on a tout un pan de cette écologie du sol qui repose sur ce dialogue entre les plantes et les micro-organismes. Donc là, j'ai pris un point de vue énergétique, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Je pense que dans la salle, il y a des gens qui pourraient évoquer d'autres mécanismes bien mieux que moi. Donc ça, c'est la première réponse à cette question de l'accès à l'énergie. C'est tout simplement un investissement énergétique qui va permettre de modifier le statut, finalement, de la microflore du sol. Donc on a quand même maintenant pas mal d'éléments sur ce genre de choses. L'autre situation, donc là, pour le coup, à un moment, j'ai beaucoup travaillé sur ce genre de choses, vous avez des sols, par exemple souvent dans les tropiques, une bonne partie des tropiques, hein, sont des sols sableux, avec très peu d'argile de qualité, kaolinite dominante, donc très peu, ça varie, hein,
Les sols tropicaux sont comme les autres sols, il y a une certaine diversité, mais quand même, il y a des types dominants. Et dans ce cas-là, bah, il n'y a pas de réserve. Donc la stratégie minière que j'ai évoquée avant, évidemment, n'a pas lieu d'être. Et dans ce cas-là, ce qu'on a pu montrer, ce qu'on observe dans beaucoup de systèmes en fait très contraints en termes justement de capacité des sols à accumuler la matière organique, bah, c'est la mise en place de ce qu'on peut appeler une économie flux tendu. C'est-à-dire qu'en fait, la base de la productivité, donc qui est cette production d'éléments nutritifs par les microbes, là, va être remplacée au fond par une spatialisation de la dégradation de la matière morte, qui va permettre une concentration dans l'espace de la production des nutriments. Et ça, c'est les plantes qui vont le faire. Ici, vous avez des graminées qui sont pérennes, qui ont des structures agrégatives en termes de racines, c'est ce qui est représenté ici. Un facteur presque 10 de densité racinaire en profondeur, ça on le savait avant, mais en latéral aussi, ça c'est moins évident. Donc on a une concentration dans l'espace de racines mortes, vivantes, ce qui fait que la probabilité de passage d'un nutriment libéré par une racine morte eh bien, est extrêmement élevée qu'à la racine vivante, parce que tout simplement, elle est à proximité. Et on montre comme ça qu'on a des systèmes complètement fermés. On le voit bien, hein, si vous cherchez à mesurer ce qui percole dans les sols, des cas isométriques classiques, dans des sols sableux, bah, vous arrivez à tout va bien mesurer un ppm de temps en temps, donc ça veut dire que ça ne fuit pas, ce qui est quand même complètement étonnant pour des sols sableux. Donc là, on a un système qui est complètement fermé, qui est très efficace et qui maintient cette ressource rare qui est l'azote, puisqu'il n'y a pas de réserve initiale, il n'y a pas d'azote organique dans le sol, puisqu'il n'y a pas de matière organique, très peu, qui va permettre comme ça, finalement, d'avoir des niveaux de productivité extrêmement élevés. Alors, ce n'est pas propre à ce milieu-là. Quand vous allez dans beaucoup de forêts tropicales, bah, vous trouvez un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on voit une structuration des systèmes racinaires extrêmement forte dans les horizons complètement superficiels. Voilà, ça aussi c'est une tendance générale qu'on observe dans le monde végétal, hein, mais là qui est extrêmement variée. Et on peut montrer, c'est le drame d'ailleurs de la déforestation, on peut montrer qu'en fait là aussi, les sols sont souvent des sols sableux, où il n'y a à peu près rien dedans, et donc tout fonctionne en circuit fermé sur le végétal. Et évidemment, le drame de la déforestation dans ces cas-là, c'est pas seulement qu'on déforeste, c'est pas seulement qu'on fait du carbone, c'est pas seulement qu'on bousille les sols, mais c'est qu'on supprime en fait le moteur de la productivité qui est lié à cette spatialisation. Parce qu'en fait, les racines vivantes, ben, finalement, poussent là où il y a de la matière morte, c'est-à-dire en l'occurrence là où il y a de la racine morte. Je pense que c'est un système qui est très répandu. Hein. Quand vous allez sur des sols sableux, j'ai vu ça dans les forêts de Normandie, hein, des sols sableux très très clairs, vous avez la même chose, vous avez un système racinaire ultra superficiel. Et quand on regarde les signaux isotopiques de l'azote, notamment dans ces situations, on trouve des valeurs qui suggèrent un recyclage extrêmement fort de la matière. Et donc là, à ce moment-là, le sol pratiquement devient annexe, et c'est les plantes elles-mêmes qui secrètent finalement des îlots de fertilité, là, sur la totalité de la surface dans les horizons superficiels. Dans le cas des graminées que j'ai montré avant, bah, par patch. Alors on voit ça dans les systèmes désertiques aussi, évidemment. Donc là, on voit bien que le vivant s'est affranchi de la question de l'accès aux réserves, puisqu'il n'y en a pas, et a construit en quelque sorte des systèmes de recyclage, d'efficience d'usage des nutriments très élevés, par des propriétés architecturales, tout simplement. C'est la concentration spatiale des racines, il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Alors, toujours dans le même milieu, le travail aussi qu'on avait fait au laboratoire, et qui continue d'ailleurs, si on prend la question de l'azote, comme vous le savez, il y a différentes formes d'azote dans le sol. Il y a de l'azote organique, bon, qui est peut-être plus utilisé qu'on le dit souvent, hein, par pas mal de plantes, et puis de l'azote minéral, ammonium nitrate. Et on a des systèmes, ici, de savane en l'occurrence, hein, qui couvrent des millions de kilomètres carrés en Afrique notamment, où vous ne trouvez pas de nitrate. Ça, c'est des observations qui avaient été faites il y a très très longtemps. Les premières datent des années 1930, hein, c'est quand même pas rien, et qui disaient qu'il n'y a pas de nitrate, ce qui est un peu étonnant, puisque on a quand même des productivités qui sont extrêmement élevées. On est dans des milieux parmi les plus productifs de la planète. Et donc, ce qui a été montré par quelques équipes dans le monde, et on a été les premières équipes à montrer ça, bah, c'est qu'en fait, là aussi, les plantes étaient actives dans cette affaire. Quand vous avez peu d'azote, si vous avez une forme nitrate, cette forme nitrate, c'est NO3-. En général, la charge d'un sol, c'est plutôt négatif, donc l'azote est repoussé, il est perdu. L'ammonium, NH4+, lui, il est maintenu dans le sol. Donc on voit bien qu'il y a une forme d'azote qui est conservative et une forme d'azote qui n'est pas conservative. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? La plante investit de l'énergie dans la production d'inhibiteurs, dont certains ont été identifiés
par une équipe japonaise. Et donc ces inhibiteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils inhibent pardon, le fonctionnement des micro-organismes nitrifiants qui sont présents mais qui sont inactifs. Et donc on a de l'azote sous forme ammoniacale qui, elle, est maintenue dans le système et qui, du coup, améliore le statut nutritif de la plante. Et quand vous faites des expérimentations, vous mélangez des plantes qui bloquent la nitrification versus celles qui ne bloquent pas, et en l'occurrence, là, c'est au sein de la même espèce, donc il y a une variation intraspécifique, eh bien, en 3 ans, en gros, dans les systèmes expérimentaux, la plante qui ne bloque pas l'apparition de nitrate est éliminée par celle qui bloque, parce que celle qui bloque a accès à plus de ressources et va plus vite. D'ailleurs, ces plantes sont colonisatrices en Amérique du Sud, où elles ont été importées, elles deviennent plus ou moins invasives. Donc là, on voit qu'il y a eu sélection au cours du temps d'un processus de voie métabolique particulière qui amène à déplacer l'équilibre en ce qui concerne l'azote du pôle moins conservé au pôle mieux conservé dans le système. Au passage, évidemment, pas de nitrate, pas de dénitrification, et ainsi de suite. Donc là, c'est un bel exemple de plantes qui, au fond, créent des environnements, des micro-environnements qui sont positifs, entre guillemets, qui améliorent ses capacités, soit par spatialisation, c'est ce que j'ai montré avant, soit carrément par dialogue, par modification, en fait, du fonctionnement microbien. Alors, c'est pas gratuit, ça coûte de l'énergie, et donc il y a eu des exercices de modélisation qui permettent de voir à peu près dans quel domaine se situe le bon compromis entre le coût énergétique, qui abaisse les performances de croissance de la plante, et l'intérêt, le bénéfice en termes de disponibilité et de conservation des nutriments. Alors bien entendu, puisqu'on parle microbes, on ne peut pas ne pas dire deux mots des mycorhizes, ça aussi c'est pas complètement nouveau, tout le monde connaît l'existence des mycorhizes qui facilitent la nutrition phosphorée, l'eau, etc. Il y a quelque chose qui est finalement, je trouve, assez peu travaillé, qui est le rôle de ces organismes, de ces mycéliums, dans les interactions entre plantes supérieures, entre arbres notamment. Donc là, j'ai mis un tableau qui est moche, j'ai eu la flemme de le convertir en petit schéma, mais que je trouve assez extraordinaire. Il y a eu plusieurs expériences du même genre par la même équipe. Vous avez une plantule qui est, alors je ne sais jamais laquelle c'est, qui est au soleil, le Douglas, non, qui est à l'ombre, pardon. Je reprends. Du Douglas, du bouleau. Donc deux espèces différentes, et très différentes, un conifère, un feuillu, qui vont être connectées expérimentalement par des mycorhizes. Et puis on en met une à l'ombre, l'autre à la lumière. En l'occurrence, là, celle qu'on va mettre à l'ombre, c'est le Douglas. Eh bien, si vous mettez le Douglas à l'ombre, le bouleau va, en termes d'échanges, il y a des échanges dans les deux sens, mais le bilan va être en faveur du Douglas qui va en fait récupérer une quantité supplémentaire, en gros, de pratiquement 10% de carbone, qui va donc être cédé du bouleau, qui est au soleil, vers le Douglas. Alors là, quand on voit ça, on se dit, mais c'est de la folie. Pourquoi cet arbre nourrit l'autre, qui est un compétiteur? Donc ça ne tient pas debout sur le plan de la théorie, on va dire, de base en évolution. Alors ce qui est probable, mais ça n'a pas été montré, c'est que probablement, dans l'autre sens, on a des échanges d'azote et de phosphore, de celui qui est à l'ombre vers celui qui est au soleil. Et dans ce cas-là, on voit tout de suite, alors ça c'est une hypothèse, c'est pas démontré, tout de suite on voit l'intérêt, c'est que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On améliore complètement, on est gagnant-gagnant, si j'ose dire, en termes de ratio carbone, azote, phosphore. Et donc, ce qui est tout à fait étonnant, et donc ce genre de manip, maintenant, il y en a suffisamment, il y a plein de travaux, par ailleurs, sur le rôle des mycorhizes dans le fonctionnement des systèmes forestiers notamment, on s'aperçoit, et c'est en ça que l'écologie du sol est intéressante pour l'écologie tout court aussi, c'est que notre vision, elle change au cours du temps. En écologie générale, pendant très très longtemps, on a parlé beaucoup de compétition, on interprétait beaucoup de choses à travers la compétition. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont interprétables aussi, qui tiennent la route en termes de coopération. Et là, il y a mieux que ça. C'est que dans le même moment, deux individus peuvent être à la fois en coopération et en compétition sur des éléments différents. Donc ça change aussi assez fortement, je trouve, la vision des systèmes écologiques. Et c'est très probablement quelque chose qui est très sous-estimé dans notre vision aujourd'hui des relations plante-sol, du fonctionnement du sol en général. Alors, donc, évidemment, en tant qu'écologue, je vais toujours réclamer plus d'écologie pour le sol. Donc là, j'ai juste listé, peut-être, et c'est totalement incomplet, mais pour appuyer le propos précédent, qui est de dire que finalement,
l'écologie du sol, c'est aussi de l'écologie tout court, et la contribution de l'écologie du sol à l'écologie générale, à mon avis, peut être encore vraiment développée. On a souvent voilà, on a des spécialistes d'écologie des savanes, des spécialistes d'écologie du sol, des spécialistes d'écologie des colamboles, je sais pas quoi, mais il n'y a pas forcément de passage vraiment fluide en termes conceptuels, et c'est bien dommage. Et donc, il y a, je pense encore, et là encore, il y a des spécialistes dans la salle, les organisateurs notamment, qui peuvent parler de ça mieux que moi. Je pense qu'ils se posent encore des questions, par exemple, sur est-ce que la théorie qui fait des liens entre diversité, fonctionnement, résilience, stabilité, etc., est-ce que ça marche ou pas dans les sols? Est-ce que ça marche notamment avec le monde microbien? J'ai évoqué avant la communication entre organismes, hein, vraiment la communication directe, par des signaux chimiques qui sont interprétés comme comme des informations. Il y a la question de la synchronisation entre l'offre et la demande. Là, je vous ai montré finalement des éléments de synchronisation, enfin pas de synchronisation, de colocalisation de l'offre et de la demande, avec cet aspect spatial. Évidemment, se posent les mêmes questions en termes de synchronisation dans le temps. L'ajustement entre l'offre et la demande est évidemment une source d'amélioration des performances pour les organismes impliqués et sans doute de maintien de la ressource dans le système. Cette hétérogénéité spatiale des sols que j'ai évoquée avant, elle a des conséquences sur le fonctionnement, le rôle de l'eau du sol en tant que vecteur d'information, de substrat, etc. est absolument crucial. Mais c'est aussi, quand on regarde les microbes, c'est des petits paquets à droite et à gauche. Donc c'est des modèles absolument, c'est des modèles d'isolement en fait des organismes, hein, où il y a des choses qui sont très intéressantes à décrypter en termes d'évolution. Et puis, il y a les équilibres entre compétition, synergie, coopération, c'est ce que j'ai évoqué avant, avec les arbres à l'ombre et au soleil. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ça, je pense qu'il faut qu'on le répète parce qu'on finit par l'oublier, le sol, c'est quand même le premier maillon de tout le fonctionnement des systèmes terrestres. Tout dépend de là. Le sol, c'est un objet ambigu. C'est à la fois un reflet du fonctionnement du système et c'est ce qui va déterminer en grande partie l'orientation du système pour le temps qui vient. Et ma dernière diapo, donc je serai à l'heure. Aujourd'hui, on parle beaucoup de séquestration du carbone. Là encore, je pense que Claire va en parler tout à l'heure, c'est pas je pense, je suis sûr. Alors donc, je vais pas en parler, mais quand on regarde l'évolution du sol, l'évolution de la végétation, on va vers des dynamiques plutôt d'accumulation. On accumule du carbone dans la végétation, on accumule du carbone dans les sols, jusqu'à un certain point, là c'est très très simplifié. Mais là aussi, aujourd'hui, puisqu'on veut séquestrer plus de carbone dans les forêts et qu'on veut plus de bois pour l'énergie, pour les matériaux, enfin bref, la forêt, c'est un peu le nouveau miracle là, qui est en train d'apparaître, ça m'inquiète beaucoup. Là aussi, il y a de l'écologie à faire. Par exemple, est-ce que ce genre de relation qui a été établi sur 800 000 points d'observation dans le monde, qui fait un lien entre la productivité et la diversité spécifique des arbres, est-ce que c'est vrai ou pas? Apparemment, pour l'instant, pas énormément de résultats, on ne peut pas être complètement affirmatif, mais pas mal de résultats ont l'air de dire que oui, comme pour les graminées par exemple, on a un lien entre cette diversité des arbres, cette biodiversité et la productivité du système, donc peut-être à prendre en compte justement quand on élabore des stratégies de séquestration. Il y aurait beaucoup d'autres points du même genre à dire. Voilà, donc en quelques mots, j'ai essayé de vous donner, je suis parti de mon expérience et un peu comment je vois les choses en termes de cohérence de l'ensemble. J'espère que je n'ai pas raconté trop de bêtises. Voilà, merci de votre attention. Merci Luc. Merci pour la qualité de ton... Garder un petit peu de temps aussi pour les questions. On va avoir une petite règle pour les questions, c'est-à-dire que moi j'ai un micro personnel, on va dire, que je ne vais pas faire passer, et je vais faire passer un micro dans la salle, donc si vous pouvez garder votre masque pour poser les questions, parce que ce micro va passer d'un interlocuteur à un autre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Profitez-en. Ah, Manuel. Manuel. Hop là. Bonjour Luc, merci beaucoup Bonjour. pour cet exposé. Tu as commencé en parlant des interactions entre ce qui est abiotique et ce qui est biotique et l'effet des organismes sur leur environnement physico-chimique. Est-ce que, d'après toi, c'est spécifique en fait de l'écologie des sols ou est-ce que c'est beaucoup plus intense cet effet des organismes vivants sur leur environnement physico-chimique dans les sols que dans tous les autres environnements? Alors, que le monde vivant ait un impact majeur sur le physico-chimique, je pense que c'est une règle générale. On le voit historiquement, si on regarde l'histoire de l'atmosphère, par exemple, on sait bien aujourd'hui que
la composition gazeuse de l'atmosphère est largement, en ce qui concerne le carbone en tout cas, largement sous la dépendance historique du développement du vivant, historique sur des temps très très longs. Donc ça, je pense que oui, c'est une règle générale. Je pense que c'est quand même très fort dans les sols parce que les végétaux n'ont pas de capacité de mouvement à court terme. Elles ont une capacité de mouvement à long terme par les dispersions, etc. Mais elles n'ont pas une capacité de mouvement à court terme. Tous les organismes qui sont mobiles peuvent se débrouiller avec les variations de l'environnement. Quand elles sont défavorables, bah, l'organisme il bouge. Les végétaux, eux, ils sont immobiles et ils ont éventuellement même des immobilités très longues. Un arbre, il est coincé quelque part pendant un siècle, quoi. Donc du coup, moi je pense que ça, quand même, ça crée des conditions, ça crée une pression, en gros, qui va dans le sens, effectivement, de la sélection d'une certaine prise de contrôle, de mécanismes physiologiques, comportementaux, tout ce qu'on voudra, de prise de contrôle sur l'environnement. Je pense que l'immobilité, à mon avis, est un élément qui tend à pousser cette logique. Donc peut-être du coup que le sol est plus concerné par ça que les environnements en général. Si vous pouviez vous présenter aussi avant de poser votre question, merci. D'accord. Bonjour, donc Camille Dumas, moi je suis à Toulouse INP et au laboratoire d'INAFOR depuis récemment, mais en même temps labo aussi SHS. Donc merci pour l'exposé voilà, très complet. Et j'avais une question, moi j'ai trouvé très intéressant aussi le côté des plantes qui investissent, voilà, le côté un peu extraction, là, avec le un tiers, Oui. un tiers. Voilà. Et je me demandais, est-ce que il y a des travaux, par exemple, sur l'influence des phytos ou enfin, voilà, d'autres pressions, mais en tout cas voilà, sur les phytos, sur cette générosité, entre guillemets, des plantes qui réinvestissent un peu dans le milieu. Alors, sur les phytos, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des travaux qui portent là-dessus. Par contre, ce que je sais, c'est que sur un certain nombre de plantes cultivées, notamment le riz et puis le blé, on connaît des variétés plutôt du côté variétés sauvages ou pas trop domestiquées, qui, elles, ont des capacités justement de production d'exsudats racinaires qui sont très importantes, et donc qui sont capables d'engendrer cette stimulation des micro-organismes. Il semblerait que dans beaucoup de cas, dans les variétés qu'on utilise aujourd'hui, qui ont été développées sur d'autres logiques, on a augmenté certaines autres fonctions, on a perdu une partie de ces fonctions. Ce qui d'ailleurs, du coup, oblige en quelque sorte à fertiliser plus, parce qu'il faut bien compenser cette affaire-là. Donc j'ai l'impression que, par hasard, en quelque sorte, on a pu perdre des fonctions intéressantes en cherchant à maximiser d'autres fonctions, et je suis à peu près persuadé que dans quelques temps, on commence à parler de rétro-sélection, et peut-être que cet aspect-là sera pris en compte dans les opérations de rétro-sélection. Une question dans la salle encore avant de passer à celle du chat? Non? Pierre-Alain, donc. Alors, ça marche? Oui. Donc j'ai deux questions. J'ai une question, je commence avec une question qui va bien avec, je pense, le message que tu as voulu donner, de Damien Villotte, qui dit la monoculture et le désherbage vont à l'encontre de la productivité de fait alors. Voilà, je pense que c'est un des messages que tu... Oui, bien sûr, parce que, alors, il y a la monoculture en tant que telle, c'est une réduction de la diversité, donc on voit bien aujourd'hui que même à l'échelon de la variabilité génétique, donc des variétés, le mélange confère des propriétés intéressantes en termes de productivité, en termes de résistance aux maladies. Ça a été montré il n'y a pas très longtemps sur des travaux qui ont été menés notamment par des gens de l'INRA et des écologues. Donc oui, je pense que la prévision théorique, c'est celle-là. Après, l'autre problème de la culture, c'est que justement, comme c'est des choses qui tournent très très vite, probablement on ne laisse pas le temps de s'installer tous ces réseaux d'interaction dont j'ai parlé. Et ça doit probablement rajouter une couche de fragilité et de manque de résistance, on va dire, aux perturbations. En tout cas, par rapport aux maladies, je pense que c'est bien montré. Et pour les prairies, c'est une courbe que j'ai montrée tout à l'heure, mais je suis passé très très vite. On peut dire ça aujourd'hui clairement, c'est que la résistance à la sécheresse, par exemple, dans les prairies, on peut considérer que c'est un résultat qui est acquis, ça. Elle est très très liée. Il n'y a quasiment aucune exception au nombre d'espèces et à la diversité. Voilà. J'ai le temps. Et donc une deuxième question de Geoffroy Serré, qui te remercie pour la qualité de ton exposé et qui te demande une question un peu spécifique sur le rôle des biocrusts dans les cycles biochimiques sur des systèmes contraints. Est-ce que tu as des éléments? Alors, je ne suis pas un spécialiste des biocrusts, mais je vois deux intérêts. D'abord, c'est que dans les biocrusts, il y a souvent quand même
des fixateurs d'azote qui peuvent jouer un rôle non négligeable dans le système, mais surtout, ils vont jouer, là encore, sur la répartition spatiale. Pour moi, les biocrusts, par exemple, qui s'expriment totalement, c'est dans les systèmes de Bruce-Tigre, qui est un système génial, puisque vous avez des bandes de végétation qui remontent la pente, à la vitesse d'1 mètre par an à peu près. Et ça, c'est lié, c'est un effet indirect des biocrusts, puisque les biocrusts créent des zones imperméables. L'eau ruisselle, elle arrive sur les bandes de végétation, s'infiltre, permet donc la croissance des végétaux, parce que là où il y a des végétaux, il y a des vers de terre, il y a des galeries à la place des racines mortes, blablabla. Donc il y a de la porosité. Et donc on a un système en fait qui permet la concentration de la ressource en eau, alors que c'est la contrainte numéro 1 sur ces milieux-là. Mais quand vous avez la concentration en eau, vous avez aussi la concentration de l'activité biologique, l'activité microbienne. Et on retombe sur mon histoire, c'est-à-dire que ces biocrustes-là, finalement, génèrent un système qui concentre les ressources, qui améliore donc le maintien de la ressource dans le système et qui diminue, ça j'ai oublié de le dire, le coût d'acquisition des ressources. Quand tout se passe juste sous votre touffe d'herbe, pas besoin d'explorer à des kilomètres. Voilà. Donc ça peut jouer là-dessus. C'est des croûtes biologiques je trouve pas le mot, d'algues vertes, de choses comme ça, de cyanobactéries, etc. Voilà. Merci Luc Abadie de cette intervention, d'avoir ouvert la journée avec une telle intervention et d'une telle qualité. Cette conférence est extraite de la journée « Le génie écologique au service du sol » organisée par Technique de l'ingénieur à l'occasion de la sortie de la nouvelle offre « Génie écologique ». Merci de l'avoir suivi et à bientôt sur notre site.